d'accord sur ce fait-là, dire que les grèves bloquent l'économie nationale pour un pays qui est en crise depuis 6-7 ans. Aller sur des grèves intempestives, malheureusement, c'est porter justement un coup. Maintenant, vous savez, quand on est dans les relations du Front social, quand on est dans ce partenariat social avec l'État, très souvent, on a tendance à croire que le bras de fer peut nous amener à avoir gain de cause. Je pense qu'aujourd'hui, le dialogue peut être cet espace-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes passés de dialogue politique à dialogue national inclusif. Donc il y a cette envie justement de poser sur la table toutes les questions qui doivent pouvoir intéresser la vie de la nation, qui doivent permettre au Mali d'aller de l'avant. Maintenant, un dialogue national inclusif, le terme est dans le dialogue, hein. On est vraiment dans l'échange, donc on n'est pas forcément dans la confrontation. Je pense qu'il faut que les gens puissent tempérer un peu les ardeurs, savoir que le dialogue est un espace de co-construction de la nation malienne et non un espace de revendication, de négociation. Parce que si on est dans la négociation, à un moment on peut ne pas accepter de faire des efforts, alors que le dialogue pour la construction du Mali demande nécessairement aux uns et aux autres, à l'État ou au Front social, de faire un certain nombre d'efforts pour que ce dialogue puisse être aussi positif comme il est entendu. Il faut reconnaître, oui, que au Mali, aujourd'hui, je vais dire, le Mali n'a d'autre voie pour en sortir. Comme vous le savez, notre pays est dans l'abîme. Pour apporter une réponse à toutes ces revendications sociales qui sont légitimes. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'aller au dialogue et dialoguer avec tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire haut et fort, que la situation dans laquelle, la crise dans laquelle notre pays se trouve être plongé, il ne peut en sortir qu'en conviant tous les fils et toutes les filles du pays autour de la table du dialogue. Parce que le dialogue, c'est une vertu cardinale qui caractérise notre société. Comme on le dit, s'asseoir pour discuter, c'est remettre tout le monde à l'aise. Mais j'insiste là-dessus que ce dialogue, il doit se faire avec tout le monde. L'ensemble des acteurs politiques, des acteurs sociaux du pays doivent être impliqués là-dedans. Parce que le risque que nous courons aujourd'hui, si il n'est pas inclusif, si tout le monde ne participe, quels que soient les efforts que le pays va déployer pour combattre le terrorisme, pour amener la paix, pour amener la stabilité, tous ces efforts qui sont déployés aujourd'hui au nord et au centre du pays risquent de perdre leur sens si au sud ici, à Bamako ici, les acteurs politiques ne se mettent pas autour de la même table pour se mettre d'accord sur quelque chose. Donc, j'insiste là-dessus. Le problème dans lequel nous sommes, c'est un problème politique. Et au problème politique, il faut des solutions politiques. Et les solutions politiques aujourd'hui, pour les avoir, il faut effectivement aller indispensablement à ce dialogue-là, mais avec tous. Dans le processus, il faut qu'on explique un peu aux Maliens d'où nous sommes venus pour parler du dialogue national. C'est sous l'impulsion, la proposition du chef de file de l'opposition, suite à la gestion de la crise. Le président Soumaïla a proposé au chef d'État, si nous voulons sortir de la crise, il faut forcément qu'on en discute les grandes questions de la nation. La gouvernance, la sécurité, le social et beaucoup d'autres aspects de la chose, de la vie politique. Parce que nous sommes en crise, en panne sur l'ensemble des secteurs. Donc, nous avons commencé à travailler. Il y avait eu des propositions d'organisation et des commissions. À la base, ces commissions devraient avoir des propositions concrètes. Sur la base de ces propositions concrètes, nous devrons discuter pour voir concrètement comment aller vers le dialogue. D'abord, premièrement, on n'a pas vu la commission. Deuxièmement, tout ce qui a été arrêté avec le président est tombé dans les oubliettes. Finalement, nous avons accepté de continuer la main tendue, échanger avec lui. Il y a eu des propositions, des thèmes de référence. Nous sommes partis pour discuter concernant les thèmes de référence. On pensait que ce dialogue allait nous permettre de discuter en responsable, faire des propositions concrètes parce qu'ils ont fait 5 ans, pour ne pas dire 6 ans de gestion, ils n'ont pas pu proposer des solutions de sortie des crises. Et donc, si on nous propose de venir les aider, forcément, il faut qu'on tombe d'accord sur les grandes orientations et la vision. Et même l'organisation, le fonctionnement même de l'État, l'organisation future des élections, transformer ces structures, 3 structures qui organisent les élections, les transformer en structures uniques. Alors tout ça allait nous aider
revoir le système d'organisation des élections, créer les conditions pour qu'on puisse aller vite pour stabiliser et gérer donc, la crise sécuritaire et proposer l'avenir et aller vers le développement. Alors donc, nous avons remarqué que d'abord nous sommes partis pour valider, il y a eu des problèmes. Donc tout ce que nous avons proposé comme revendication, n'ont pas eu de solution. Finalement, nous avons rencontré notre base, nous avons discuté avec les responsables des partis politiques. Au niveau de nos militants, nous avons fait le compte rendu pour dire que tout ce que nous avons proposé n'a pas passé. Donc nous demandons à nos militants de ne pas participer au niveau de la base, au niveau régional et aujourd'hui c'est au niveau district. C'est clair que le manque d'inclusivité que tout le monde dénonce, je le partage. Je suis d'accord que tous les acteurs n'ont pas participé, d'autres n'ont pas du tout participé, d'autres ont commencé la première phase mais ont dû quitter en pleine discussion. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, le triumvirat, la commission d'organisation du dialogue doivent réunir, en tout cas, comment vais-je dire ça, doivent user de tous leurs efforts, de toute leur influence pour aller chercher tout le monde. Celles et ceux qui n'ont pas participé, mais celles et ceux qui ont dû quitter aussi au moment où on était dans les phases de validation des thèmes de référence ou les phases préliminaires du dialogue. Pour que d'ici le 14, il est prévu d'ouvrir le dialogue, que tous les acteurs soient autour de la table. Tout le monde, ça doit se faire avec tout le monde pour que ce côté inclusif que nous recherchons puisse effectivement se retrouver, qu'on puisse le retrouver et puis après amorcer ensemble la mise en œuvre des résolutions qui seront issues de ce dialogue-là. La première observation est une observation d'indignation. Je ne peux pas comprendre qu'on nous invite en tant que Maliens à venir parler du Mali et que la question des perdièmes soit mise sur la table. J'en suis navré, je le dis cash. Je ne pense pas que quand on est invité à venir parler de l'avenir du Mali, que nous ayons un quelconque scrupule à demander à être payés pour ça. La deuxième chose, c'est que les étapes qui ont été franchies, c'était des étapes, bien entendu, au niveau région, au niveau cercle, au niveau commune, en ce qui concerne le district de Bamako. On peut aussi se poser la question de savoir, vous l'avez dit hein, éventuellement, la question de savoir si ces étapes ont permis aux Maliens de s'exprimer parce que le dialogue était censé concerner tout le monde. Le schéma qui a été gardé, c'était un schéma à la fois étatique parce qu'on avait des représentations étatiques qui géraient en gros le dialogue et on a eu aussi un schéma de représentation qui est au niveau, je vais dire, de la société civile, donc toutes ces associations qui sont censées représenter les couches du pays. Malheureusement, moi, ma question n'est même pas au niveau du choix fait sur ces organisations-là. Ma question est sur la légitimité de ces organisations. Souvent, je me pose la question, je prends en ce qui nous concerne la jeunesse. Le CNJ, tous les jeunes, malheureusement, ne se retrouvent pas dans le schéma actuel du CNJ. Et si le CNJ doit parler au nom de l'ensemble de la jeunesse malienne, est-ce que l'ensemble de la jeunesse malienne va se retrouver dans ce qui va être dit? Donc, je pense qu'il y avait ce travail-là aussi à faire, quitter un peu l'administratif, quitter un peu le politiquement correct dans les invitations pour que des personnes lambda puissent aussi prendre part au dialogue, puissent aussi donner leur avis de citoyens lambda. Je vous cite donc beaucoup la SESTEM, le syndicat des travailleurs. Il y a SESTEM, celle-là aussi c'est le syndicat, d'autres deuxième syndicat. Nous pouvons vous citer le parti Sadi, nous pouvons vous citer Far Ankaouli, nous pouvons vous citer l'URD, nous pouvons vous citer le Sine de Faso Yirwaton, nous pouvons vous citer le MPR de Chokel Okala Maïga, nous pouvons vous citer Modek de Koniba, nous pouvons vous citer Noussar, le parti de Noussar, FAD. Nous pouvons vous citer beaucoup d'autres associations et syndicats qui sont regroupés en une association qu'on appelle Anko Maliko et aussi ne sont pas partants. Soumana Sako n'est pas partant. Alors qui reste? Qu'est-ce qu'ils réclament? Je crois que c'est à ce niveau-là la question.
qu'est-ce qu'ils réclament? Moi, je pense qu'ils réclament d'abord, en premier point, un peu plus de considération dans l'organisation, qu'ils ne soient pas mis au banc sur la touche et qu'à la dernière minute, on vienne les saisir. Donc, je pense qu'il y a ce premier niveau-là. Je sais que pour les partis politiques d'opposition, en tous les cas, la branche d'opposition qui n'a pas envie de venir dans le dialogue, c'est le schéma même du dialogue qui pose problème. Donc, c'est d'échanger avec eux, voir comment est-ce que cette phase nationale du dialogue puisse intégrer les observations qu'ils sont en train de faire pour que nous puissions avoir un dialogue qui soit le plus inclusif possible. Il y a aussi, je pense encore une fois, le président a tendu sa main, mais au-delà de la main tendue, c'est de se donner le moyen d'aller rencontrer ces personnes-là personnellement. Je sais que la fonction présidentielle a un certain nombre de limites, mais il ne serait pas mauvais de conseiller au président de les rencontrer. Je pense qu'il l'a fait une fois avec Soumaïla Cissé, mais de les rencontrer tous pour voir avec eux quels sont les schémas, quelles sont les options qu'on peut avoir pour que le dialogue soit une réussite, tout simplement. Et quelque chose peut le justifier, peut-être qu'ils n'ont pas ou elles n'ont pas eu suffisamment d'assurance ou de réponse aux problématiques qu'ils ont posées. Mais je dis encore une fois, rien n'est perdu. Il faut aller vers tout le monde. Les assurances dont les uns et les autres ont besoin, tout ça peut se trouver, peut s'opérer dans le cadre, bien entendu, d'un échange, d'un dialogue. Donc il appartient aujourd'hui à la commission d'organisation, au triumvirat, de donner les assurances qu'il faut. Au président de la République, il a donné le temps, lors de son dernier discours, de s'impliquer personnellement pour faire user de toute son influence, pour faire revenir autour de la table tous les acteurs qui n'ont pas participé à la première phase, parce qu'il y va tout simplement de la réussite de ce dialogue, parce que les Maliens attendent beaucoup. C'est trop tard parce que nous sommes à quelques jours de l'événement. Pour nous, si le président voulait trouver la formule, il y a cela 1 mois et demi, il a dit à la face de l'opinion nationale, même s'il va se déplacer personnellement pour rencontrer les uns et les autres, il allait le faire. Mais il a eu 1 mois et 15 jours, il ne l'a pas fait. Alors s'il avait la volonté de le faire, il allait le faire parce que le président joue à la sensation. Le président voulait créer les conditions pour tout simplement nous mettre dos à dos et montrer aux Maliens que peut-être nous ne sommes pas des démocrates ou nous ne sommes pas des Maliens. Mais ce qui est clair, nous n'allons jamais accepter la division du pays avec lui dans sa logique aujourd'hui de morceler le pays. En fait, tout est dans votre question. Vous dites que le monde a évolué. Effectivement, le monde a évolué. Le Mali a évolué. De 92 à maintenant, ça va nous faire bientôt 27 ans. En 27 ans, beaucoup de choses ont changé. En 27 ans, il y a eu certainement cette évolution-là qu'il faut nous-mêmes prendre en compte. Je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en termes de réformes institutionnelles, en termes de réformes politiques. Du moment où nous sommes d'accord qu'il faut faire ces réformes-là, forcément, la Constitution peut être impactée. Et je pense que, sans me tromper, je pense, tous les Maliens sont d'accord pour dire qu'il faut changer des choses. Maintenant, là où le débat se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on change et comment est-ce qu'on change et pourquoi est-ce qu'on change. Si on nous donne l'argument qu'il faut changer parce que, justement, il y a la question de l'accord, ça peut braquer certains qui ne vont pas comprendre qu'on mette l'accord au-dessus de la Constitution. La Constitution qui est le texte fondateur du Mali. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il nous faut trouver des arguments solides pour présenter au Mali qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer la Constitution parce que justement, il y a ce besoin-là. Au bout de 27 ans de pratique, il y a des choses que nous avons pu constater qui n'étaient pas certainement cohérentes avec la pratique et qu'il faut changer cela. La crise de 2012, la crise institutionnelle de 2012 nous prouve qu'il faut travailler encore une fois sur la Constitution. Maintenant, je suis d'avis aussi que cette Constitution ne doit pas être chamboulée, qu'il faut trouver justement les points qui font des blocages et les changer, mais ne pas vouloir changer toute la Constitution. Le monde est d'accord de revoir la Constitution. Nous sommes les acteurs du 26 mars. Je suis l'un des acteurs du 26 mars. Nous sommes sortis en 1991, nous sommes battus et nous avons créé les conditions pour mettre une Constitution qui a été donc, adoptée en 1992. Cette constitution votée où le peuple malien a donné l'accord, nous avons scellé l'engagement en disant que c'est la constitution consensuelle, la constitution où
il faut modifier sur la base consensuelle. Nous avons écrit en son temps, nous avons écrit donc avec le sang de nos martyrs, ceux qui sont tombés. Et donc, pour réviser cette constitution, il faut forcément qu'il puisse avoir beaucoup de consensus. Et aujourd'hui, vous le savez très bien qu'il n'y a pas de consensus. Tout le monde est d'accord qu'on arrive à un moment d'accalmie pour réviser. La constitution elle-même dit, pour me réviser, il faut forcément, si une partie du territoire n'est pas sous le contrôle du commandement, ça veut dire de la gestion du chef de l'État, de la gestion du Mali, donc la révision n'est pas possible. Aujourd'hui, ça ne fait l'objet d'aucune discussion, d'aucun doute aujourd'hui que notre constitution elle est obsolète. On a eu des cas qu'on a difficilement gérés. L'exemple, c'est la transition qui a été dirigée par John Kounda. Les Maliens étaient divisés à un moment donné au-delà des 40. Donc il y a de ces questions qui se posent aujourd'hui et que la Constitution, la loi fondamentale de notre pays doit aller effectivement loin parce que la société a beaucoup évolué, il y a eu des évolutions. Il faut adapter la Constitution aux évolutions de la société. Mais ce qu'il faut peut-être changer, c'est la démarche, éviter de peut-être présenter cela, la nécessité d'aller à la modification de ce texte fondamental. La façon de le présenter, genre on le fait pour peut-être permettre l'application de l'accord. C'est comme ça que ça a toujours été présenté aux Maliens, alors que c'est l'inverse qui devait plutôt se faire. Sinon, il n'y a aucun doute là-dessus. Les doutes doivent être dissipés, aller vers la modification de cette constitution. Mais avant de le faire, il y a une crise sociale, il y a des tensions sociales. Il y a beaucoup de problèmes sur le front social qu'il faut d'abord régler pour apaiser ce front-là avant d'aborder ces réformes, parce que c'est des réformes qui posent toujours problème et qui demandent une très grande cohésion, une large cohésion autour d'elles. Il réussira si l'inclusivité est respectée, il réussira si tout le monde, si tous ceux qui sont invités acceptent de venir dialoguer et si toutes ces personnes-là, surtout ce que je vais appeler les cadors de la politique, parce qu'au départ c'était un dialogue politique qui avait été sollicité par l'opposition. Donc si toutes ces personnes-là ne prennent pas part, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. La nation malienne est une nation constituée de tout le monde, des fils et des filles, des politiques, de la société civile, des jeunes, des vieux. Donc il faudrait trouver le moyen pour que tout le monde, encore une fois, puisse prendre part à ce dialogue. À partir du moment où tous les acteurs ont participé, tous les protagonistes aujourd'hui de la crise, je parle de la CEMA qui a dû quitter un moment donné, de l'opposition politique qui a participé à la validation, aux ateliers de validation des termes de référence mais qui n'a pas continué, je parle de l'opposition, je parle du FSD, qui n'a pas continué les phases communales, locales et régionales du dialogue, mais aussi à une autre partie de l'opposition, d'autres acteurs qui ne sont ni de l'opposition ni de la majorité. Je pense qu'on a aujourd'hui suffisamment de légitimité traditionnelle, de légitimité religieuse dans le pays qu'on peut mettre à contribution pour effectivement faire revenir tout le monde. Mais c'est un impératif aujourd'hui, si nous voulons que ce dialogue réussisse, il faudrait que tous les Maliens et toutes les Maliennes dans leurs composantes puissent participer.